24 siècles. J'ai vu passer des armées que l'histoire croyait immortelles. J'ai vu des empereurs, des conquérants, des amiraux, tous persuadés qu'ils tenaient l'éternité entre leurs mains. Ils sont tombés les uns après les autres, engloutis par le sable ou par l'oubli. Mais moi, je suis resté. Je suis Ormuz. Je ne suis pas une ville, ni un pays, ni même un détroit. Je suis une sentence géographique. Depuis 2400 ans, je suis le passage le plus convoité de la planète, le point de fer qui serre la gorge du commerce mondial. Voulez-vous comprendre pourquoi le monde tremble à chaque missile lancé vers mes rives? Alors écoutez. Mon passé est la carte de votre avenir. Je suis l'endroit qui peut déclencher la Troisième Guerre mondiale. Cette phrase, vous l'avez lue dans les analyses des stratèges, dans les rapports du Pentagone, dans les alertes des économistes. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que je ne suis pas né menaçant. Je le suis devenu. J'ai connu 3 vies. La première, ville continentale, un port prospère sur la côte perse, à l'embouchure du Minab, là où l'amiral d'Alexandre le Grand, Néarque, accosta pour la première fois il y a 2300 ans. La deuxième, île forteresse. Quand les Mongols ont tout rasé sur leur passage, j'ai quitté la terre. J'ai tout abandonné mes palmiers, mes puits, mes tombeaux pour me réfugier sur un rocher aride appelé Jarin. Je suis devenu une citadelle insulaire. J'ai sacrifié l'eau douce pour la maîtrise des vagues. La troisième, artère océanique. Aujourd'hui, je ne suis plus une ville ni une forteresse. Je suis le tuyau par lequel le monde respire. Un tuyau que certaines nations voudraient voir se rompre. Regardez la carte. Vous voyez cette fine ligne d'eau, large de 33 km à son point le plus étroit? À certains endroits, on distingue les 2 rives à l'œil nu. Et pourtant, par cet entonnoir minuscule, passe plus de 20% du pétrole mondial et 1/5 du gaz naturel liquéfié de la planète. 20 millions de barils par jour. Plus que la consommation quotidienne du Japon, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie réunis. Les chenaux de navigation sont si étroits que les pétroliers doivent se faufiler dans des couloirs tracés entre des eaux territoriales hostiles. La géographie ne fait pas de cadeaux. Elle n'a pas changé en 2400 ans. Elle n'a pas changé parce qu'elle est le destin. Je ne suis pas un simple passage. Je suis une épreuve. Au commencement, j'étais un jardin. Un port sur le continent, à l'embouchure du Minab. En 325 avant Jésus-Christ, Néarque, l'amiral d'Alexandre le Grand, inscrivit mon nom sur ses cartes, Armoséia. C'était le début. Pendant des siècles, les bateaux accostaient sur mes rives chargés d'encens, de tissus précieux, d'épices venues de l'autre bout du monde. Mais au XIIIe siècle, la terreur mongole déferla. Les cavaliers ne faisaient pas de prisonniers. Ils réduisaient les villes en cendres. Alors nous avons pris une décision insensée, nous avons tout abandonné. Les champs, les maisons, les tombes des ancêtres. Nous avons embarqué sur des barques et nous avons traversé la mer pour nous poser sur un îlot sans eau, sans arbres, sans rien. Jarin. Une roche brûlée par le sel. C'était un suicide, paraissait-il. Mais ce fut une renaissance. J'étais né de nouveau. Je m'appelais désormais la nouvelle Ormuz. Je devins ce que les voyageurs appelaient le joyau du monde. Mon indépendance tenait à un équilibre fragile, je payais un tribut stratégique aux puissances terrestres aux Mongols, puis aux souverains perses pour qu'elles me laissent régner sur les mers. Je bâtis une diplomatie de la liberté surveillée. Ma diversité était ma force. Dans mes bazars, on entendait le gujarati, l'arabe, le persan, le malais, le tamoul, l'italien. Musulmans, hindous, juifs, chrétiens, zoroastriens, tous commerçaient côte à côte, dans une tolérance que l'Europe était bien loin de connaître. Et ma richesse était sans égale. J'avais le monopole des perles du Golfe, les plus lumineuses du monde. Je voyais passer la soie de Chine, les épices de l'Inde, les chevaux arabes que l'on embarquait vers les sultanats hindous. On disait, si le monde était un anneau, Ormuz en serait la gemme. Mais une gemme, ça attire les voleurs. Et en 1507, le plus grand voleur de l'époque arriva. Les voiles noires des Portugais apparurent à l'horizon un matin de 1507. Ils ne venaient pas commercer. Ils venaient posséder. Afonso de Albuquerque, un amiral sans pitié,
n'avait pas seulement soif d'épices. Il avait une mission divine. Ces navires portaient l'étendard de la croix et le cri de guerre Deus vult Dieu le veut. C'était une croisade en plein océan Indien. Son objectif, étrangler l'économie du monde islamique en prenant possession de ses goulets d'étranglement. Mes flottes furent brûlées. Mes murs s'effondrèrent sous les boulets. Mes souverains furent réduits à l'état de marionnettes. Le commerce libre disparut. À sa place, un monopole armé. Pour la première fois de mon histoire, je n'étais plus un carrefour. J'étais une colonie. Et je le resterai pendant 120 ans. Mais les Portugais n'étaient pas stupides. Ils savaient que conquérir la terre ferme était impossible. Leur stratégie, géniale pour l'époque, consistait à ne contrôler que les goulets. Ils construisirent un triangle de fer, Ormuz, pour le golfe Persique, Goa, sur la côte ouest de l'Inde, pour le sous-continent, Malacca, en Asie du Sud-Est, pour l'Extrême-Orient. Celui qui tenait ces 3 verrous tenait le commerce mondial. Et moi, je devins la clé de voûte du système. Ils bâtirent sur mon rivage la forteresse de Notre-Dame de la Conception des murailles de pierre, des canons braqués sur chaque navire. Ils obligèrent les marchands à acheter des sauf-conduits portugais pour naviguer dans leurs propres eaux. C'était humiliant. C'était efficace. Pendant plus d'un siècle, je fus leur prison dorée. Mais l'empire qui serre trop fort la gorge finit toujours par sentir les mains trembler. En 1622, l'empire safavide, las de cette domination chrétienne, décida de frapper. Le Shah Abbas Ier n'avait pourtant pas de marine. Mais il avait une intelligence redoutable. Il s'allia à la nouvelle puissance maritime, la Compagnie anglaise des Indes orientales. Les Anglais apportèrent les vaisseaux et les canons, les Perses apportèrent les soldats et le siège. 10 semaines d'enfer. 10 semaines de bombardements, d'assauts, de morts sur les remparts. Le 30 avril, le drapeau portugais tomba pour toujours. Aujourd'hui, l'Iran célèbre cette date comme la journée nationale du Golfe Persique. Mais ce fut une libération incomplète. Les Anglais ne me rendirent pas ma liberté. Ils me déplacèrent. Le centre du commerce fut transféré de mon île à la terre ferme, à Bandar Abbas, littéralement le port d'Abbas où ils pouvaient me surveiller de plus près. Un maître chassait l'autre. Mais la cage restait la même. Comparons les façons de me posséder. Les Portugais, leur moteur était la croisade religieuse et le monopole d'État. Leur méthode, la violence directe, les forteresses, la destruction systématique des flottes locales. Leur héritage aujourd'hui? Des ruines de pierre sur des îles désertes, témoins muets d'une gloire passée. Les Britanniques, eux, ont apporté le capitalisme de compagnie et le profit privé. Leur méthode, les traités de protectorat, le contrôle par procuration, et le redoutable talent de rebaptiser la résistance locale les Khawazim, avec leurs 300 navires du nom de piraterie pour justifier les campagnes punitives. Leur héritage? Le tracé des frontières modernes des Émirats arabes unis. 2 empires. 2 héritages. Une seule conclusion, aucun contrôle n'est éternel. Je les ai vus venir. Je les ai vus partir. Ensuite, vint la découverte qui changea la face du monde. 1908, l'Iran. 1927, l'Irak. 1932, Bahreïn. 1938, l'Arabie Saoudite et le Koweït. 1940, le Qatar. 1. Les déserts du Golfe révélèrent leurs vrais trésors. Non pas les perles, non pas la soie. Le pétrole. L'or noir. Soudain, mon rôle bascula. Je n'étais plus un carrefour où les richesses du monde venaient se faire admirer. Je devins la valve solitaire par laquelle l'énergie de la planète entière devait passer. Si je me ferme, ce ne sont pas les épices qui manquent. Ce sont les lumières. Partout. Les usines de l'Allemagne, les tours de Tokyo, les avions de New York. Un seul missile dans mes eaux, et l'économie mondiale tousse, puis s'étouffe, puis tombe en syncope. Je n'étais plus un joyau. J'étais devenu une veine jugulaire. Dans les années 1980, la guerre entre l'Iran et l'Irak transforma mes eaux en enfer. Ce fut la guerre des pétroliers. Pendant 8 ans, les 2 camps se livrèrent à plus de 450 attaques contre des navires commerciaux. Des pétroliers en flammes.
Des équipages brûlés vifs ou noyés. Le Golfe devint un champ de tir. Les Koweïtiens, affolés, demandèrent l'aide des Américains. L'opération Ernest Will, la plus grande opération de convoi naval depuis la Seconde Guerre mondiale, vit des navires de guerre américains escorter les pétroliers rebaptisés sous pavillon des États-Unis. Mais rien n'arrêta la folie. Un missile irakien frappa l'USS Stark, tuant 37 marins américains. Peu après, le croiseur USS Vincennes abattit par erreur un vol civil iranien, 290 civils morts. La leçon fut cinglante, on n'a pas besoin de me fermer complètement pour paralyser le monde. La simple menace, la simple incertitude, suffisent à faire flamber le prix du baril et à glacer les cœurs des banquiers. Aujourd'hui, on ne me contrôle plus avec des forteresses. On me menace avec l'asymétrie. Des centaines de missiles balistiques et de croisières, cachés dans les montagnes et les grottes, braqués vers la mer. Des essaims de vedettes rapides, minuscules, agiles, capables de fondre sur un porte-avions par dizaines. Des drones kamikazes 20 000 $ pièce qui peuvent infliger des dégâts à un bâtiment de guerre d'1 milliard. Et les mines. Les mines sous-marines, silencieuses, invisibles, mortelles. Une seule mine, larguée par un chalutier anonyme, peut bloquer tout le trafic pendant des semaines. Le coût de la fermeture est ridicule. Le coût de l'ouverture permanente est astronomique. Et c'est ainsi que la géographie se venge, elle offre aux faibles le moyen d'étrangler les forts. Les stratèges l'admettent à voix basse, dans les rapports confidentiels. Selon les analyses les plus sérieuses, rouvrir le détroit par la force ne se résume pas à une bataille navale. Il faudrait une campagne géographique massive, s'étendant sur des centaines de kilomètres, traquer des lanceurs mobiles dans les montagnes, percer des bunkers souterrains, neutraliser des milliers de petites unités disséminées. En clair, c'est un cauchemar logistique. Il est militairement presque impossible de nettoyer entièrement le détroit face à une défense asymétrique ancrée dans son propre territoire. Les Portugais croyaient leurs forteresses imprenables. Les Britanniques croyaient leurs traités éternels. Les Américains croient leurs porte-avions invulnérables. À chaque fois, ils ont dû composer. À chaque fois, ils ont compris trop tard qu'on ne dompte pas une géographie hostile. On vit avec elle, on négocie avec elle, ou on en meurt. C'est la loi d'Ormuz. Une loi que l'orgueil des empires n'a jamais réussi à abolir. Chaque puissance étrangère arrive avec la certitude que son contrôle sera éternel. Les Portugais ont tenu un siècle. Les Britanniques, un peu plus longtemps. Les Américains patrouillent mes eaux depuis des décennies, avec leur 5e flotte et leurs escadrilles de drones. Mais aucun d'eux n'a réussi à m'effacer. Je ne suis pas un territoire qu'on conquiert. Je suis une contrainte physique, une fatalité géographique, un passage qui existait avant tous les empires et qui existera après eux. Les empires sont des entités temporaires. La géographie du détroit est une réalité permanente. Vous pouvez me menacer, me bombarder, me bloquer. Vous ne pouvez pas me posséder. C'est la leçon que les conquérants n'ont jamais voulu apprendre. Les empires tombent. Les flottes coulent. Les amiraux meurent. Les traités sont déchirés. Les religions s'épuisent. Mais je reste. Je suis la rive que les vagues ne quittent jamais. Je suis le détroit, l'étroit, l'insurmontable passage. L'histoire d'Ormuz n'est pas une anecdote locale. C'est la preuve définitive que la géopolitique humaine sera toujours à la merci de la géographie planétaire. 24 siècles. J'ai vu les Macédoniens, les Mongols, les Portugais, les Britanniques, les Américains. Tous sont venus. Tous sont repartis. Où sont les galères de Xerxès? Où sont les caravelles du Tage? Où sont les cuirassés de Sa Majesté? Disparus. Pourtant, je suis toujours là, pareil à moi-même, mes montagnes rousses dominant les mêmes flots salés. Aujourd'hui, les missiles fendent l'air. Les drones bourdonnent comme des guêpes de guerre. Les porte-avions dessinent des cercles sur les cartes. Et je les regarde. Je regarde chaque empire venu tenter sa chance. Je les regarde s'épuiser, se déchirer, s'enfoncer. Et qui reste? Qui reste quand les hélices s'arrêtent? Moi. Je suis Ormuz. 2400 ans. Et je n'ai pas fini. Si vous voulez comprendre le monde,
Arrêtez de regarder les palais du pouvoir, les salons feutrés de la diplomatie, les conférences de paix. Regardez les goulets d'étranglement. Là où les navires ralentissent. Là où le souffle se coupe. Là où l'on peut serrer le poing sur la gorge du monde. C'est là que l'histoire se joue. Vraiment. Merci d'avoir écouté ma parole. Transmettez-la. Parce que si l'on oublie ce que je suis, on est condamné à revivre éternellement la même tragédie.